Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours ressenti un lien particulier avec la musique. Je me souviens très bien du jour où j'ai découvert une vieille guitare poussiéreuse dans le grenier de notre maison. Je n'avais que 5 ans, mais quelque chose dans cet instrument a attiré mon attention d'une manière inexplicable. J'ai pris la guitare, aux cordes rouillées et au corps marqué par le temps, et j'ai commencé à jouer instinctivement. C'était comme si mes mains savaient exactement quoi faire, même si je n'avais jamais suivi de cours formels. Cependant, cette passion n'était pas perçue favorablement par tout mon entourage. Mon père, Pierre, a toujours été un homme pratique et strict. Il pensait que la musique était une distraction sans issue, surtout pour quelqu'un qui grandissait dans un village rural. Jean-Luc, pose cette guitare et viens aider à la ferme, disait-il d'une voix ferme et impatiente. La musique ne met pas à manger sur la table. Mon frère aîné, Étienne, n'était pas différent. Il a suivi les traces de notre père et considérait également la musique comme une perte de temps. Tu vas finir par un échec si tu continues comme ça, Jean-Luc, dit-il avec dédain. Mais je n'étais pas seule. Ma mère, Colette, a toujours cru en moi. Elle a vu quelque chose de spécial dans mon lien avec la musique. Jean-Luc, tu as un don. Ne laissez personne vous dire le contraire, me murmura-t-elle avec un sourire encourageant. Et il y avait aussi mon amie d'enfance, Amélie. Elle m'a toujours soutenue, même lorsque les autres ne voyaient pas la valeur de ce que je faisais. Jean-Luc, tu joues avec ton âme. Un jour, tout le monde s'en rendra compte, dit-elle, les yeux brillants de conviction. Mais une nuit, mon monde s'est effondré. C'était une nuit pluvieuse et j'étais dans ma chambre, en train de répéter une nouvelle mélodie qui m'était venue à l'esprit. Soudain, la porte s'est ouverte et mon père est entré, le visage déformé par la rage. Ça suffit, Jean-Luc. Je n'en peux plus de cette musique inutile. Avant que je puisse réagir, il a attrapé ma guitare, dans un acte de rage, l'a brisée en morceaux. Je restais figé, les larmes coulant sur mon visage, alors que je regardais mon rêve s'effondrer sous mes yeux. Après le départ de mon père, ma mère est entrée dans la pièce. Elle m'a serré fort dans ses bras, essayant de réconforter mon cœur brisé. Nous allons régler ce problème, mon fils, dit-elle d'une voix douce et rassurante. Quelques jours plus tard, elle et Amélie ont réussi à économiser suffisamment d'argent pour m'acheter une nouvelle guitare. Lorsqu'ils m'ont remis l'instrument, j'ai senti ma détermination se renouveler. N'abandonne jamais, Jean-Luc, dit Amélie en me tenant la main. Tu es né pour ça. À partir de ce moment, je savais que j'allais faire face à de nombreux défis, mais j'étais déterminée à ne laisser rien ni personne m'empêcher de poursuivre mon rêve. Je m'entraînais chaque fois que j'en avais l'occasion, caché de mon père et d'Étienne. J'allais souvent à la campagne, où la tranquillité de la nature me permettait de jouer sans interruption. Chaque note que j'ai jouée était un pas de plus vers la preuve à tout le monde que la musique n'était pas seulement une passion passagère, mais plutôt l'essence de qui j'étais. Ces premières années ont été marquées par des difficultés, mais aussi par des moments de pure découverte et de croissance. La musique est devenue mon refuge, ma façon d'échapper aux critiques et au pessimisme qui m'entouraient. Avec le soutien inconditionnel de ma mère et d'Amélie, j'ai continué à suivre mon chemin, déterminée à faire de mon rêve une réalité, aussi impossible qu'il paraisse. Adolescente, j'ai pris une décision qui allait complètement changer le cours de ma vie, quitter le petit village où j'ai grandi et m'installer à Paris. La ville lumière, avec ses promesses et ses défis, semblait être le seul endroit où je pouvais véritablement poursuivre mon rêve de devenir musicien. La séparation a été douloureuse, notamment pour ma mère, Colette, qui m'a toujours soutenue sans réserve. Elle m'a remis une enveloppe pleine d'économies qu'elle avait économisées au fil des années. « À ton rêve, mon fils, dit-elle, les larmes aux yeux. » Arriver à Paris a été un choc. La ville était immense, vibrante et en même temps intimidante. Je n'avais pas beaucoup d'argent, j'avais donc besoin de trouver un logement pas cher. J'ai fini par louer une petite chambre dans un immeuble délabré. Les murs étaient très fins et j'entendais tout le temps les pas et les conversations des voisins. Mais j'étais déterminée. Pour subvenir à mes besoins, j'ai accepté n'importe quel emploi que je pouvais trouver. J'ai fait la vaisselle dans des restaurants, travaillé comme serveur dans des cafés et même fait des petits boulots comme assistant de construction. Ces petits boulots étaient épuisants et je rentrais souvent tard le soir, les mains calleuses et le corps endolori.
Pour autant, je n'ai jamais mis ma guitare de côté. Pendant mon temps libre, je pratiquais sans cesse, améliorant mes techniques et composant de nouvelles chansons. Les opportunités de jouer en ville n'étaient pas faciles à trouver. Je me produisais dans de petites salles de concert et dans les rues, essayant d'attirer l'attention des passants. Souvent, les gens passaient à côté de moi sans même me regarder, et d'autres fois, je faisais face à des regards de désapprobation ou d'indifférence. Je me souviens d'une nuit en particulier, où je jouais sur une place presque déserte. Un groupe de jeunes s'est approché et a commencé à se moquer de moi. « Vous n'arriverez jamais à rien avec cette chanson », a déclaré l'un d'eux en riant. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais j'ai continué à jouer. Ma seule source de soutien constant était Amélie. Elle avait également déménagé à Paris pour étudier les beaux-arts, dès qu'elle le pouvait, elle venait me voir jouer. « Tu es incroyable, Jean-Luc. Ne laisse personne te dire le contraire », me disait-elle avec un sourire encourageant. Ces paroles étaient un baume pour mon âme. En plus d'elle, j'ai reçu des lettres sporadiques de ma mère, Colette, qui m'a donné de la force avec ses mots d'amour et d'encouragement. Cependant, même avec ce soutien, il y a eu des moments où j'ai douté de moi-même. Lors d'une nuit particulièrement difficile, après une journée de travail épuisante et une présentation frustrante, je me suis retrouvé assis sur un banc de parc, me sentant vaincu. C'est à ce moment-là qu'un homme est venu s'asseoir à côté de moi. C'était Maurice, un célèbre musicien de jazz que j'admirais profondément. « Je t'ai entendu jouer », dit-il, brisant le silence. « Tu as du talent, gamin. Mais plus important encore, tu as de la passion. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre. » J'étais sidéré. « Merci, monsieur Maurice, répondis-je, presque incrédule. N'abandonnez pas, a-t-il poursuivi. Le chemin est long et difficile, mais la récompense en vaut la peine. Continuez à jouer, continuez à croire en vous. » Ces mots étaient un souffle d'espoir. Maurice est devenu pour moi une sorte de mentor, me conseillant et me présentant d'autres musiciens de la scène parisienne. Vos conseils et votre soutien m'ont été essentiels pour ne pas abandonner. Malgré les difficultés, j'ai persévéré. Chaque jour était un combat, mais aussi une opportunité de grandir et de me rapprocher un peu plus de mon rêve. Et ainsi, avec la musique dans le cœur et la détermination dans l'âme, j'ai continué mon chemin ardu et solitaire, croyant toujours qu'un jour, enfin, j'atteindrai ma place au soleil. Après des années de lutte et de dévouement, ma première grande opportunité s'est finalement présentée d'une manière presque incroyable. C'est Maurice, le célèbre musicien de jazz rencontré par hasard, qui m'a donné cette chance. Il a toujours vu en moi quelque chose dont je doutais parfois. Maurice parlait avec une autorité calme, comme si les notes de musique étaient une extension de son âme. « Jean-Luc, tu as du talent. Ce qui manque, c'est l'occasion pour les autres de le voir aussi. » Ce soir-là, j'étais dans un petit bar de jazz à Paris, un lieu fréquenté par Maurice. Il me regardait jouer et quand j'ai fini mon set, il est venu et m'a dit « Je vais t'aider à trouver un concert au Chat Noir. C'est un club de jazz réputé ici à Paris. Préparez-vous, car cela pourrait être la chance d'une vie. » Mon excitation a été immédiate, mais j'ai aussi ressenti une nervosité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le Chat Noir était un lieu où de grands musiciens s'étaient déjà produits. C'était l'opportunité que j'attendais, mais aussi l'épreuve du feu. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Amélie, ses yeux se sont illuminés. « Jean-Luc, c'est incroyable. Je savais que ce moment viendrait. Tu mérites chaque seconde de cette opportunité. » Ma préparation pour le spectacle a été intense. J'ai passé des jours et des nuits à pratiquer, composer et répéter avec le groupe que j'avais récemment formé. Pierre, le pianiste, était un génie de l'improvisation, Jacques, à la contrebasse, avait un sens du rythme impeccable, et Claire, à la batterie, ont réussi à créer une base solide et engageante pour nos mélodies. Nous étions tous excités, mais également conscients de notre responsabilité. Le jour de la présentation, la nervosité était au rendez-vous. Amélie était avec moi en coulisses, toujours avec des mots d'encouragement. « Tu vas rocker, Jean-Luc. N'oublie pas que la musique est en toi. Laisse-la couler. » Lorsque nous sommes montés sur scène, l'ambiance au Chat Noir était électrique. Les lumières tamisées,
La fumée de cigarettes flottantes et l'anticipation dans les yeux du public ont créé un cadre parfait pour ce qui allait suivre. Nous avons commencé avec une de mes compositions, une pièce qui reflétait tout mon parcours jusqu'à ce moment-là. Pendant la représentation, je pouvais voir Maurice en arrière-plan, souriant d'un air approbateur. Le public était impliqué et applaudissait à chaque solo, à chaque improvisation. C'était une nuit magique. Quand nous avons fini, tout le bar était debout et applaudissait. J'ai ressenti un élan d'accomplissement et de gratitude que je n'avais jamais connu auparavant. Après le spectacle, Maurice est venu vers moi. « Tu as fait un travail incroyable, Jean-Luc. Je suis fier de toi. Ce n'est que le début. Cependant, tout ne serait pas facile. » Mon frère Étienne, qui vivait désormais à Paris et travaillait dans une maison de disques, n'était pas content de mon succès. Il avait toujours été irrité, et maintenant, il considérait mon ascension comme une menace. Il a commencé à user de son influence pour me rendre la vie difficile, en essayant de saboter mes opportunités. J'ai reçu des appels annulant des spectacles, des contrats qui n'arrivaient jamais, tout cela à cause d'Étienne. Ce fut une période difficile, mais le groupe resta ensemble. On ne va pas le laisser nous abattre, Jean-Luc. Nous sommes dans le même bateau, a déclaré Pierre, la détermination dans le regard. Amélie était aussi un pilier de force. Jean-Luc, il essaie peut-être de vous rabaisser, mais il ne peut pas vous enlever votre talent et votre passion. Restez fort. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons surmonté tous les obstacles qu'Étienne a mis sur notre chemin et avons finalement obtenu une performance cruciale au club de jazz. C'était une preuve supplémentaire que, quelle que soit l'adversité, la musique et la passion trouvent toujours un chemin. Cette première grande opportunité au Chat Noir a été un tournant dans ma carrière. À partir de ce moment-là, la reconnaissance a commencé à grandir et j'ai commencé à croire encore plus en mon rêve. Chaque note jouée, chaque applaudissement reçu était une confirmation que j'étais sur la bonne voie et qu'avec de la détermination et du soutien, n'importe quel rêve peut devenir réalité. Je suis rentré dans notre petit village de France après avoir reçu des nouvelles de la maladie de mon père, Pierre. Ma relation avec lui a toujours été compliquée, marquée par des critiques et des désaccords, notamment lorsqu'il s'agissait de ma passion pour la musique. Quand je suis descendu du train, j'ai senti un poids dans ma poitrine, je savais que cette visite serait différente des précédentes. C'était comme si un chapitre important de ma vie était sur le point d'être réécrit. En arrivant dans la maison de mon enfance, j'ai été accueilli par ma mère, Colette, qui m'a serré dans ses bras avec un mélange de tristesse et de soulagement. « Jean-Luc, je suis tellement contente que tu sois venu, dit-elle les larmes aux yeux. Ton père, il est très faible. » Je me dirigeai vers la pièce où gisait Pierre. Il semblait plus petit, plus fragile que dans mes souvenirs. En me voyant, ses yeux se durcirent un instant, mais s'adoucirent bientôt. « Jean-Luc, murmura-t-il d'une voix rauque. Tu es revenu. Je suis de retour, papa, répondis-je, essayant de cacher le mélange d'émotions que je ressentais. Comment vas-tu? Pierre n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il tourna la tête vers la fenêtre, comme s'il cherchait du courage dans les paysages familiers du village. Je voulais te parler de certaines choses, dit-il finalement. Avant que nous puissions continuer, Étienne entra dans la pièce, apportant avec lui la même hostilité que toujours. « Que fais-tu ici, Jean-Luc » demanda-t-il d'un ton accusateur. « Nous avons besoin d'aide à la ferme, pas de musique. »« Étienne, s'il te plaît, » intervint Colette, essayant d'éviter une confrontation. « Ce n'est pas le moment de discuter. »« Non, maman, » répondis-je, ressentant le besoin de résoudre nos différends. « Peut-être que c'est exactement le bon moment. » Je me tournai vers Pierre. « Papa, je me suis toujours demandé pourquoi tu détestais autant ma musique. Pourquoi ne m'as-tu jamais soutenu ?» Pierre soupira profondément. « Ce n'est pas que je détestais ta musique, Jean-Luc. J'avais peur. Peur que tu échoues, que tu souffres. La vie à la ferme est dure, mais elle est sûre. La musique, pour moi, c'est toujours cela semblait être un risque inutile. Mais papa, tu ne m'as jamais donné la chance d'essayer, répondis-je, ressentant un mélange de tristesse et de frustration. Tu as détruit ma guitare, tu as essayé de me garder de ce que j'aimais. C'est alors que Colette, toujours médiatrice, révèle quelque chose qui change tout.
Jean-Luc, ton père, lui aussi avait un rêve, tu sais? Il voulait être peintre. Mais les temps étaient durs et il a dû y renoncer pour subvenir aux besoins de sa famille. Pierre regardait Colette avec des yeux pleins de douleur et de regret. Elle a raison, a-t-il admis. J'ai projeté mes peurs sur toi. Quand j'ai vu ton talent, j'ai été partagé entre la fierté et la peur. Je ne voulais pas que tu souffres comme moi. Étienne, jusque-là resté silencieux, finit par parler. Et moi, j'ai toujours été le frère qui restait derrière. Je t'ai regardé réaliser ton rêve pendant que je restais ici, coincé. Je suppose que l'envie m'a consumé. La révélation de Colette m'a ouvert une nouvelle perspective. Mon père et mon frère n'étaient pas seulement critiques, c'étaient des êtres humains avec leurs propres souffrances et leurs propres regrets. Père, Étienne, commençais-je, je comprends maintenant. Mais la musique, c'est ma vie. Et j'ai besoin que tu comprennes ça aussi. Pierre, les larmes aux yeux, m'a tendu la main. Je suis désolé, Jean-Luc. Je suis désolé pour tout. Je suis fier de toi, mon fils. Je l'ai toujours été, je ne savais juste pas comment le montrer. Je lui serrai la main, ressentant un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Merci papa. Cela signifie beaucoup pour moi. Avant de repartir pour Paris, j'ai eu une dernière conversation avec Étienne. J'espère que nous pourrons recommencer, mon frère, dit-il en tendant la main. Il est encore temps pour nous deux de suivre notre propre chemin et en même temps de former une famille. Étienne hésita un moment, mais finit par me serrer la main. Je l'espère aussi, Jean-Luc. Avec la réconciliation, j'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé de mes épaules. Je suis revenu à Paris avec une nouvelle force émotionnelle, prêt à relever tous les défis qui m'attendaient. La musique n'était pas seulement ma passion, c'était le lien qui avait enfin commencé à unir ma famille. Après m'être réconcilié avec ma famille et de retour à Paris, j'ai été surpris par l'invitation à jouer sur la grande scène de l'Olympia, l'un des théâtres les plus prestigieux de la ville. C'était un rêve que j'avais depuis des années, et finalement, il était sur le point de se réaliser. L'émotion était indescriptible, cependant, je ne savais pas que j'allais encore faire face à un dernier obstacle. Dans les jours qui ont précédé le spectacle, la tension était palpable. Mon groupe et moi avons répété avec ferveur, voulant nous assurer que tout était parfait. Amélie était toujours là, nous offrant son soutien inconditionnel, comme elle le faisait depuis notre enfance. J'avais l'impression que rien ne pouvait aller mal, mais le destin avait d'autres projets. Le matin de l'émission, j'ai reçu un appel d'Étienne. Il voulait me trouver. Bizarrement, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du théâtre. Il semblait nerveux, mais il ne savait pas pourquoi. Jean-Luc, je veux m'excuser pour tout. Je ne voulais juste pas que tu réussisses là où j'ai échoué. Mais maintenant, je vois que j'avais tort, dit-il avec un regard mêlé de regret et de peur. Étienne, j'ai toujours voulu que tu sois à mes côtés, que tu me soutiennes. Je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi, répondis-je en essayant de rester calme. Il détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Nous avons mis fin à la conversation sous tension et il est parti précipitamment. Quelque chose n'allait pas, mais j'ai décidé de me concentrer sur la série. Quelques heures avant la représentation, alors que je me préparais en coulisses, Amélie s'est précipitée, avec une expression d'urgence. « Jean-Luc, il faut qu'on parle, dit-elle, essoufflée. J'ai découvert qu'Étienne avait soudoyé un technicien du son pour saboter son émission. Il n'a pas changé, il essaie toujours de te faire du mal. » Mon esprit tournait. Comment pouvait-il être aussi vindicatif? Mais il n'y avait pas de temps pour faire son deuil. Il fallait agir vite. Amélie, toujours débrouillarde, nous a proposé d'en parler aux autres musiciens et au directeur du théâtre. Nous devons démasquer cet entraîneur avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Rassemblons tout le monde, a-t-elle déclaré avec détermination. Nous avons convoqué une réunion d'urgence. J'ai expliqué la situation et le groupe, solidairement, s'est réuni pour résoudre le problème. Nous avons réussi à confronter le technicien du son qui, surpris, a tout avoué. Le manager de l'Olympia, après avoir pris connaissance du complot, a immédiatement licencié l'entraîneur et a assuré que la présentation se déroulerait comme prévu. Étienne, à son tour, est dénoncé et renvoyé du label.
En fin de compte, il a dû faire face aux conséquences de ses actes. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement, mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Le spectacle était sur le point de commencer. Quand je suis montée sur scène à l'Olympia, le théâtre était plein à craquer. Les lumières brillaient intensément et l'énergie de la foule était électrisante. J'ai pris une profonde inspiration, me souvenant de tout ce que j'ai enduré pour y arriver. J'ai dédié le spectacle aux personnes qui ont toujours cru en moi, ma mère, Colette, mon amie Amélie et, d'une certaine manière, même mon père Pierre. Cette émission est pour vous tous, qui m'avez soutenu et cru en moi alors que personne d'autre ne le faisait, dis-je dans le micro, la voix chargée d'émotion. La prestation était magique. Chaque note, chaque accord semblait faire écho à des années de lutte, de douleur et de dépassement. Le public m'a ovationné et des larmes de joie ont coulé sur mon visage. À la fin, j'ai regardé Amélie, qui était au premier rang, avec un sourire radieux. Nous l'avons fait, Amélie. Finalement, nous l'avons fait, lui ai-je murmuré. Elle a juste souri et fait un signe de la main, ses yeux brillants de fierté. À ce moment-là, j'ai compris que, malgré toutes les adversités, la passion et la persévérance peuvent réellement transformer les rêves en réalité. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire personnelle, mais aussi de la preuve qu'avec de la détermination et du soutien, tous les obstacles peuvent être surmontés. Et là, sur la scène de l'Olympia, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde.